Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du Meyrin Economic Forum. On est hyper content de vous avoir avec nous ici à Meyrin, au Marriott Meyrin Hotel. Ils se sont un petit peu trompés sur le nom, mais tout le monde aura compris que vous êtes bien sur le territoire de Meyrin ici. Et on a énormément de plaisir à avoir organisé aujourd'hui un MEF, donc un Meyrin Economic Forum sur la thématique du bien-être et de la qualité de vie au travail, avec cette question que tout le monde se pose évidemment, illusion ou réalité. Je pense que chacun a un peu son avis et je vais déjà partager le mien. Moi j'ai un énorme plaisir à travailler avec mon équipe ici, Denis Wechter qui est caché derrière, qui fait des grands signes. J'ai aussi Patrick derrière, à l'accueil, j'ai Marie-Claude, Marie-Pierre et Yvette qui vous ont donné vos badges. J'ai Antoine aussi qui est à la coordination. Et un de mes plus grands plaisirs aujourd'hui, c'est de travailler avec cette équipe pour organiser des événements de cette qualité. Donc je voulais vous remercier. Voilà, ça c'était le message personnel. Merci. Pour en revenir à ce qui nous attend aujourd'hui, nous avons un certain nombre de tables rondes dans cette salle plénière. Ensuite, nous aurons en même temps, le programme va arriver à un moment ou un autre, mais nous aurons également en même temps des ateliers dans une salle à côté, donc des ateliers plus techniques, et en même temps un deuxième workshop sur notre fonds d'art contemporain. Vous avez tout ça dans le programme, on y reviendra tout à l'heure, mais je pense que sans plus attendre, on peut déjà lancer le sujet. Donc le sujet, ce sera un keynote qui nous sera présenté par Madame le doctoresse Edith Favore, n'est-ce pas, soyons précis dans les termes, qui est co-directrice du CAS Bonheur dans les organisations, qui est également co-directrice du DAS Résilience et Santé Organisationnelle, et qui va nous faire le plaisir de nous faire un keynote sur le bien-être et qualité de vie au travail, illusion et réalité. Mais juste avant cela, on va vous faire une petite vidéo d'introduction. Merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec nous durant toute cette journée. Le bien-être et la qualité de vie au travail sont des piliers essentiels pour une vie professionnelle épanouie. Mais quel sens met-on réellement derrière ces mots ? Parle-t-on de la tâche à accomplir, de la relation de confiance propice au bon développement des affaires, ou encore d'un cadre de travail confortable et sûr ? Et comment conjuguer ces mots avec les grands enjeux écologiques, économiques, sociaux et existentiels auxquels toutes les organisations et tous les individus sont confrontés ? Dans une société où les nouvelles générations privilégient leur vie privée à leur activité professionnelle et où la main-d'œuvre qualifiée se fait de plus en plus rare dans de nombreux domaines, que l'IA vient questionner le rapport aux compétences, quel sens peut-on encore trouver dans son engagement professionnel et quels sont les repères conceptuels qui nous permettent de discerner entre l'illusion et la réalité ? Alors, bien-être et qualité de vie au travail, illusion ou réalité ? Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup d'être là, aussi nombreux, nombreuses, et de dédier du temps de qualité pour cheminer avec ce questionnement. Donc, c'est un plaisir vraiment d'être là. Donc, je ne serai pas... Alors, hop, voilà. Je ne serai pas exhaustive. Je vais juste poser un certain nombre de concepts, aussi d'idées autour de ce questionnement. Avec des opinions personnelles, mais aussi des choses qui sont basées sur des études empiriques ou d'autres démarches scientifiques. Mais je voudrais d'abord commencer, ça a été fait avant moi, mais je pense que c'est extrêmement quelque chose de très précieux dans ce forum aujourd'hui. Je voudrais commencer par saluer la qualité de la préparation de l'équipe pour cette journée. On a une journée, une après-midi sur le bien-être et la qualité de vie au travail. Moi, j'ai été émerveillée par finalement toutes les qualités qui ont été mobilisées pour que ce rendez-vous soit possible, pour que chacune des partenaires et des intervenants puissent être là. Il y a eu beaucoup de soins.
Et le fait de proposer cet après-midi, elle s'inscrit dans cette idée de soin. Ça va être un mot qui va peut-être revenir à différents moments de l'après-midi, je l'espère. En tout cas, c'est un mot que je voudrais mettre en qualifiant l'équipe qui a préparé cet après-midi. Et quand la première rencontre que j'ai eue avec eux, je leur ai demandé mais pourquoi ce forum, pourquoi cette thématique ? Ce qui m'a été répondu en premier lieu, c'est ce qui nous intéresse, c'est de prendre soin des entreprises qui sont sur notre territoire et de prendre soin de la diversité de leur contexte, de la diversité de leurs enjeux, mais aussi de pouvoir les outiller. Et en parlant de ces entreprises, ce n'était pas seulement les grandes, mais aussi les PME. L'autre chose que j'avais envie de souligner, c'est le courage. Parce que quand on parle de bien-être, de bonheur au travail, de santé au travail, etc., on s'expose quand même à un certain nombre de réactions. D'une part, ça veut dire qu'on crée un espace aussi pour parler de ce qui va moins bien, voire même de la souffrance au travail. Et puis, ce sont des termes qui sont extrêmement galvaudés. Beaucoup d'organisations, d'entreprises se demandent mais est-ce que c'est vraiment à l'entreprise de s'intéresser au bien-être de ses collaborateurs, de ses collaboratrices, à la santé de ses collaborateurs et de ses collaboratrices. Certains parlent de bullshit lorsque l'on aborde ces thèmes-là. Certains autres dénoncent une certaine dictature quand on amène ceci dans les organisations. D'autres sont assez convaincus mais se demandent mais finalement comment le fait-on ? Est-ce qu'il y a une recette ? Alors déjà, la réponse est non, il n'y a pas de recette. Il y a peut-être des ingrédients qu'on va explorer cet après-midi. Certains manifestent un grand soulagement, enfin, parce que c'est une nécessité d'aborder ces termes dans l'organisation. Et puis d'autres disent, mais c'est un devoir. Donc, on va aussi explorer ces notions-là. Moi, j'avais envie de vous inviter pour vous-même à vous dire, mais tiens, pourquoi je suis là aujourd'hui ? Est-ce que moi, je fais partie des sceptiques ? Puis j'essaie de voir si je vais évoluer. Ou est-ce que je fais partie des convaincus qui a d'ailleurs plein de choses à proposer ? Où en êtes-vous, vous ? Et puis quand vous rencontrez les personnes, peut-être cet après-midi, d'essayer de le rencontrer aussi à partir de où chacune en est et de se rendre compte de cette diversité de perspectives. Parce que cette diversité, elle va être une richesse pour construire cet après-midi. Puis peut-être observer comment ça évolue pour vous. Si de très sceptique, vous êtes passé à un petit peu moins, ou si au contraire d'extrêmement convaincu, vous êtes un peu plus dérouté en fin d'après-midi, ça arrive aussi, c'est un cheminement. En tout cas, l'invitation, c'est qu'on sorte du tabou de parler de ces sujets-là, qu'on puisse rendre visible aussi la souffrance au travail, et puis qu'on puisse voir dans quelles conditions, parce que ça va être ça, dans quelles conditions on peut co-développer le bien-être, la qualité de vie, etc. J'avais aussi envie de souligner le sérieux avec lequel cet après-midi a été proposé, préparé, et notamment le fait de questionner et de ne pas arriver avec un dogme ou encore une méthode de plus, mais d'ouvrir un champ, un espace pour questionner. Et questionner, c'est de pouvoir aussi regarder à travers différentes perspectives, mais c'est surtout commencer à refuser le statu quo. Refuser le statu quo de cette souffrance aujourd'hui et puis se donner peut-être l'opportunité de construire un nouveau paradigme. Et l'idée, c'est de pouvoir continuer à se poser des questions et là aussi une invitation, comment on pose les questions. On a des questions qui sont extrêmement orientées, où on a déjà en fait notre prisme dans la question, d'autres questions qui sont plus ouvertes et donc l'invitation, je crois, dans ce cheminement sur illusion ou réalité, c'est de pouvoir ouvrir et se confronter à différentes perspectives. Je vous ai juste mis ce titre, « Le bonheur au travail, peut-on vraiment l'imposer ou n'est-ce qu'une illusion ?» Personnellement, avec ce type de questions, je ne sais pas quoi répondre, parce que je trouve que la question est déjà très enfermante. Donc vraiment, aussi une invitation à ouvrir sur des questions. Et puis l'autre chose, on entend souvent que les mots bienveillance, alignement, cohérence, congruence, en fait, sont des mots valises. Sauf que ces mots valises, quand ils sont réellement vécus par des personnes, on le ressent. Quand on rencontre des managers, des leaders, des politiques, des personnes qui vivent ces valeurs, on le ressent, on l'apprécie. Et quand nous-mêmes, on peut être sur notre place de travail, quelle que soit notre fonction, quelle que soit notre organisation, quand on peut manifester ces valeurs, on le ressent.
Et j'avais vraiment envie de saluer encore une fois cette équipe qui a préparé aujourd'hui, parce que moi et ma collègue, on a été extrêmement touchés tout au long du processus par voir des personnes qui incarnaient ça et qui avaient vraiment envie de le mettre à disposition d'autres. Vous avez vu les termes qualité de vie au travail, bien-être. On aurait pu aussi rajouter santé au travail. On aurait pu aussi, si on osait, ajouter le mot bonheur au travail. On va un petit peu naviguer dans ces différents termes, encore une fois, de manière extrêmement réductrice, et je m'en excuse d'avance. Donc, lorsqu'on s'attache au bien-être au travail, c'est quelque chose qui a été défini par l'Organisation mondiale de la santé. C'est quelque chose qui est assez subjectif. Dans une même équipe, on peut avoir quelqu'un qui, avec les mêmes conditions, finalement ressent un certain bien-être au travail, alors qu'une autre personne, peut-être dans des conditions assez similaires, ne ressent pas ce même élément. Ce qui est intéressant dans la définition de l'OMS, et ça va être un peu une invitation pour nous aujourd'hui, c'est qu'il y a une rencontre. Il y a une rencontre entre finalement les aptitudes, les besoins, les aspirations du salarié, de la collaboratrice, mais il y a aussi finalement ce qu'amène l'organisation. Et donc, c'est notre thématique de cet après-midi. On va cheminer entre ces éléments individuels, collectifs, en tout cas plus personnels qu'on peut favoriser, mais aussi les éléments systémiques. Et pour ma part, je considère qu'on ne peut pas vraiment travailler sur le bien-être au travail ou la qualité de vie au travail si on n'est que sur un prisme systémique, les processus, les procédures, ou que sur l'individu. J'y reviens. Et dans la qualité de vie au travail, elle est définie de différentes manières. En fait, elle reflète un petit peu tous ces programmes, tous ces dispositifs qui sont mis au service de l'amélioration de deux choses, la performance de la personne, mais aussi son bien-être. Il y a plusieurs dimensions. En fonction de la littérature, on retrouve différentes choses, mais il y a des choses qui sont vraiment en lien avec les dynamiques relationnelles et les dynamiques interpersonnelles, des éléments qui sont plutôt en lien avec l'organisation du travail, l'environnement de travail. Donc là, on retrouve en fait dans cette dimension de qualité de vie de travail une grande diversité. Et c'est bien cette diversité qu'on va vouloir cultiver. La chose que j'avais envie de mettre en exergue, c'est que là aussi, dans la définition de qualité de vie au travail, on retrouve ces deux dimensions. Les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur activité, mais aussi leur propre prisme, leurs propres moyens de réflexion et d'action sur ces sujets-là. Je le disais, on aurait pu rajouter les termes santé au travail ou la salutogénèse organisationnelle, encore une nouvelle terminologie. On aurait même pu parler de bonheur au travail. Je vais juste dire deux mots là-dessus. Peut-être rappeler qu'on passe quand même beaucoup de notre vie au travail, donc ne serait-ce que pour ça, on a voilà, une quête, j'ai envie de dire, pour que ça se passe le mieux possible, et que finalement on comprenne ces différentes terminologies, elles ont toutes quelque part en point de départ cette souffrance au travail. Et on en discutait avec les organisateurs, c'est aussi comment on rend visible cette souffrance au travail. On sait qu'on n'a pas dans toutes les organisations le même rapport à ça, les mêmes instruments de mesure, etc. Et ça va être aussi un enjeu, à mon sens, pour le futur. Mais par-delà le fait de s'attacher finalement à la souffrance et avec, si on reprend les terminologies de la santé, à la pathogénèse, c'est comment on crée des conditions de santé. Comment on crée des conditions de santé dans l'organisation. Juste, ce n'est pas une lubie, c'est une obligation légale de créer des conditions de santé. La santé au travail est une obligation légale et elle n'est pas que en lien avec la protection. Elle est aussi en lien avec garantir des conditions de santé. Et si on revient à l'OMS, et ça date un petit peu déjà, la santé, c'est pas seulement l'absence de maladie, c'est vraiment un état complet de bien-être qui va par-delà le seul état complet physique, mais aussi psychique, social. Et j'avais juste envie de faire un petit aparté, mais pour dire que la sécurité au travail, c'est très important. Mais ce n'est pas toute la santé au travail. La sécurité au travail, c'est une composante de la santé au travail. Donc, ne travailler que sur ça,
c'est peut-être un peu restrictif. Et puis juste une petite chose aussi, parce que j'entends beaucoup ça dans les organisations, de travailler sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles, c'est vraiment important, mais aussi prendre soin des maladies liées au travail. Et ça aussi, comment on se donne l'opportunité de rendre ça visible dans notre organisation. Le bonheur, tout un sujet, 2 petites secondes là-dessus, quitte à être un peu outrancieusement restrictive. Dans l'idée de bonheur et en lien avec la vidéo qui a été projetée auparavant, c'est pas de s'attacher à la dimension plaisir, à la dimension hédoniste du bonheur, hein, qui avait déjà été posée dans la philosophie grecque, mais plutôt s'attacher à la dimension eudémoniste, à savoir comment finalement on crée des conditions pour vivre en harmonie avec soi, avec les autres, avec l'idée de bien commun. Donc dans une organisation, c'est aussi avec le sens commun, la mission commune, et puis avec le vivant. Et on le voit avec tous les processus de RSE aujourd'hui que ce n'est pas juste, encore une fois, une lubie, ça devient aussi de plus en plus une exigence. Donc comment on réhabilite aussi ce concept? Comment on se donne l'opportunité peut-être de créer des conditions au sein d'un collectif pour travailler sur ces liens et développer finalement le plein potentiel des individus et des collectifs? Une question qui revient souvent, c'est toutes ces démarches de bien-être, de bonheur, quel que soit le thème qu'on leur donne. Est-ce que c'est finalement un moyen, une fin, etc. On ne sait pas trop. Et puis dans la littérature, on a ces espèces d'itérations, à savoir que ces démarches, elles favorisent la motivation, l'engagement, la performance, et qu'en même temps, des collaborateurs, collaboratrices plus motivés ont une meilleure santé, et donc cette meilleure santé va leur permettre d'être plus performants, etc. Donc on est dans ces itérations permanentes, et le fait que les méta-analyses disent que finalement, toutes ces démarches, elles ont quand même un impact sur la performance sociale et la performance économique de l'organisation. Alors, je vous laisse juste 2 petites secondes pour découvrir ce petit dessin, si vous ne le connaissez pas. Donc voilà. Je vais quand même répondre un peu plus à la question, mais ça aurait suffi quelque part. Donc oui, effectivement, c'est une illusion si on considère différentes choses. Premièrement, c'est une illusion si on regarde la réalité actuelle. La réalité actuelle, quand on voit que le stress, les taux de stress au travail, d'épuisement professionnel augmentent, on ne peut pas se dire c'est le bonheur, le bien-être est une réalité vécue par les organisations aujourd'hui. Non. Je ne reviens pas trop sur les chiffres, il y en aura plusieurs cet après-midi, il y a des super stands, je vous invite aussi à lire les affiches parce qu'il y a aussi beaucoup de chiffres qui sont exposés. Mais ce que j'avais envie de dire, c'est que par-delà les chiffres, parce que souvent c'est ça, le monde économique qui nous fait bouger aussi, c'est parce que ça coûte cher l'absentéisme, c'est parce que ça coûte cher les maladies professionnelles qu'on se met en mouvement. Je voudrais juste pas qu'on oublie le coût humain et remettre l'humain vraiment au centre de ces chiffres. L'autre chose, ça ne marche plus, hein. Pardon, je suis désolée. J'ai peut-être fait quelque chose de... Ouais ? Ah oui, c'est bon. Alors, pour moi, ça restera aussi une illusion tant que finalement on méconnaît l'état de la situation des personnes. Je parle de souffrance, mais aussi de valoriser l'existant. Qu'est-ce qui va bien aussi dans l'organisation et construire à partir de ce qui va bien. Tant qu'on favorisera la non-action ou la segmentation des réponses, et là, permettez-moi de vous dire 2-3 petites choses. Déjà, on sait qu'un environnement stressant, ça affecte la motivation, le turnover, etc., mais ça affecte la santé des personnes, et j'ai envie de dire rien que pour ça, les démarches de bien-être au travail devraient être une réalité. L'autre chose que j'avais envie de mettre en exergue, c'est que ça fait un moment que plusieurs professionnels scientifiques nous disent que la seule réponse qui est basée sur l'individu n'est pas suffisante si on ne s'attache qu'à la santé mentale au travail. Et de la même façon, si on s'attache qu'aux conditions de travail, il n'y a pas de réel changement. C'est bien une combinaison de ces 2 dynamiques qui va être importante.
Illusion aussi si on pense qu'on va imposer ça. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous ne connaissez pas ce youtubeur, et si vous aimez l'humour, de regarder, qui fait beaucoup de posts sur les ressources humaines. Et cette petite vidéo sur la dictature du bonheur qui fait sourire et en même temps fait grincer parce que c'est ce qu'on rencontre aussi parfois. L'instrumentalisation, le discours, l'action, beaucoup de discrépances dans certaines organisations qui disent que dans notre organisation, on met le bien-être au cœur. Ça ne se reflète pas forcément dans les comportements, dans le top leadership, ce qui crée beaucoup plus de souffrance plus en bas. Et ça ne se reflète pas toujours dans la façon dont on prend les décisions, le type de décision, etc. Encore une fois, illusion si on considère qu'on peut standardiser une recette, on l'applique. Se méfier des recettes. Il y a plusieurs ingrédients. Et puis, de pouvoir peut-être pointer la gadgetisation ou le cool washing, comme on le dit. Alors, j'ai vu qu'il y avait des baby-foot, des flippers, donc je ne suis pas contre les baby-foot, les flippers, les toboggans, etc. dans les organisations, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire, ce n'est pas suffisant. C'est peut-être un bel ingrédient. Autre chose, une illusion, oui, et alors beaucoup d'auteurs l'ont dénoncé à juste titre. Quand on privatise les problèmes, on met la pression sur les individus. Et puis alors moi, je vous ai mis juste une citation, j'aurais pu en mettre plein, avec tout ce qu'on fait pour eux. Si malgré ça, ils ne sont pas contents au travail, c'est qu'ils sont dysfonctionnels ou c'est qu'eux ont un problème. Donc, attention à cette pression qui est mise sur l'individu, mais la pression qui est mise aussi sur les solutions. Quand on a un Chief Happiness Officer et on se dit, allez, vas-y, tu vas résoudre nos problèmes, mais qu'on ne se re-questionne pas sur nos processus, nos schémas décisionnels et puis finalement les comportements généraux, oui, ça restera une illusion. Alors, vous allez me dire, dans les 3 minutes qui me restent, à quelles conditions c'est une réalité ? J'ai envie de dire que ces conditions, elles sont cumulatives. D'abord, oui, il faut du courage parce qu'il faut poser une vision, une intention. Si on estime que dans nos politiques de la stratégie d'entreprise ou des RH, on veut mettre le bien-être des collaborateurs, des collaboratrices, mais aussi des parties prenantes, des clients, des clientes, etc., au cœur de nos réflexions, ça impose de le poser et d'en faire des objectifs et de pouvoir se donner des critères de décision pour voir si, en fonction des décisions, on est bien au service de ces objectifs, de cette mission, de cette vision. De la même façon, les indicateurs devraient être revisités. Et puis, deux choses qui me semblent extrêmement importantes et qui reviennent sur cette question individu et puis organisationnelle, de pouvoir accompagner les personnes. Des stratégies d'entreprise ont mis la confiance managériale, ou le management à la confiance. Mais comment on accompagne les managers à travailler avec la confiance, à avoir confiance en eux, à faire confiance en leurs équipes? Qu'est-ce que ça veut dire en fonction des métiers de faire un cadre de confiance, etc. Et puis d'aligner les systèmes, l'organisation de travail, les plans de formation, les recrutements, etc. Une réalité aussi, si on développe un certain nombre de compétences, et pas seulement du leadership, ou pas seulement des collaborateurs, des collaboratrices, c'est un écosystème. Et puis on parle beaucoup des compétences socio-émotionnelles, qui sont les soft skills d'hier et les hard skills de demain, finalement. Comment, en fait, on donne cette opportunité à nos collaborateurs, collaboratrices et managers de pouvoir développer ces compétences si précieuses. Et puis, pour terminer, il y a quelque chose de très systémique dans tout ça et d'holistique. Donc, c'est des ingrédients qui doivent être mobilisés à différents niveaux et c'est ça qui fait la complexité. C'est ça qui fait la complexité des démarches et c'est ça qui fait la complexité des mesures. Et on le sait, tant que ce n'est pas scientifiquement prouvé, c'est très difficile de mettre en marche. Par contre, pour terminer, j'avais juste envie de dire que dans notre paradigme actuel, dans cette culture du PIB dans laquelle on est, finalement, on se pose jamais trop peu la question de combien est assez. C'est pareil dans ces démarches. Si on veut augmenter les conditions matérielles pour satisfaire de plus en plus le bien-être, et si on veut augmenter le temps à disposition pour la vie professionnelle, et si on veut augmenter la participation aux décisions, etc., c'est comme un élastique, à un moment donné, ça casse. Donc, combien est assez ? Quel est le seuil de suffisance ? Un seuil plancher qui permette finalement de garantir un certain nombre de conditions,
mais aussi un seuil plafond à partir du moment où on commence à prétériter d'autres choses. Donc c'est des réflexions complexes, il n'y a pas de recette, mais le cheminement, l'invitation, c'est de pouvoir vous demander finalement, et vous ? Quid de votre intention ? Et puis qu'est-ce que vous venez chercher comme ingrédient cet après-midi ? Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Edith Favoreux, merci beaucoup pour cette première introduction de la journée qui, je pense, vous donne un petit peu le ton des questions qu'on souhaite traiter aujourd'hui. Moi, j'en ai une rapide pour vous. Donc mes chefs qui sont là, hein, qui sont au conseil administratif, me disent souvent que je comprends très vite quand on m'explique relativement longtemps. C'est pas vrai. Merci. Voilà, ça aussi c'est important, hein, l'empowerment et le soutien de sa hiérarchie. Mais moi j'ai une question qui me vient un petit peu quand je vous entends, c'est au final, si j'entends bien, la question du bien-être, excusez-moi, la question du bien-être, elle est aussi en lien avec la performance. Mais au final, est-ce que la performance, c'est pas l'ennemi du bien-être ? J'ai 3 heures, merci. Ça, c'est un vaste sujet. Non, c'est pas pour esquiver, mais c'est pour ça que je pense que c'est important pour un collectif, une organisation, de finalement définir ce qu'est la performance. Hein. Il y a vraiment l'idée économique, de chiffre d'affaires, etc. Mais aussi de la voir dans une temporalité. Parce qu'on peut avoir envisagé une performance à court terme, mais qui ne permet pas de bâtir avec les personnes dans la continuité, parce que finalement, on les épuise, on les essore, etc. Donc finalement, ces questions-là, j'en ai peu parlé, mais ça me permet d'appréhender ça, de pouvoir se dire, mais qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre pour notre organisation, mais aussi notre organisation, elle est dans un écosystème. On a parlé, je crois qu'il y a le mot RSE qui est sorti à un moment donné, etc. Mais comment finalement l'organisation est aussi au service d'un territoire et puis dans les limites planétaires. Donc en fait, ces questions-là, je pense, c'est pas que c'est des choses opposables, mais c'est des choses qui devraient être vraiment traitées ensemble. Merci beaucoup. Donc une approche. Merci beaucoup Edith Favoreux, qu'on va retrouver ce soir à la table ronde de 18h. Donc j'en profite pour revenir maintenant sur le slide de présentation qui devrait apparaître maintenant. Parfait, je l'ai oublié au début, donc vous voyez, comme quoi, l'enthousiasme de vous retrouver. Mais plus sérieusement, comment est-ce qu'on a construit en fait la journée avec vous ? On a ici en plénière des tables rondes dont l'objectif c'est d'être dans la réflexion, d'appréhender des concepts, d'ouvrir les esprits et de nourrir les esprits. Et dans la salle du faux, le nom était déjà choisi par l'hôtel, hein, évidemment il n'y a que des vrais contenus dedans, mais vous avez des ateliers qui seront beaucoup plus pratiques. L'idée de ces ateliers, c'est que vous ressortiez avec des outils concrets sur les thématiques qui vous sont proposées. Et à Meyrin, nous avons également la chance d'avoir un fonds d'art contemporain et nous vous proposons également dans la salle Motosacoche un atelier, évidemment en lien avec le sujet d'aujourd'hui, qui est donner un sens au travail, une approche par l'art, avec une médiation artistique, des effets spéciaux extraordinaires, puisque nous aurons un duplex avec, je crois, l'Amérique du Sud, avec l'auteur, l'artiste qui aura fait l'œuvre que vous pourrez découvrir. Donc, pour revenir un petit peu plus concrètement sur le déroulé, on vient d'avoir le keynote. La première table ronde ici sera axée sur l'aspect un peu plus rigide de la problématique, hein, même si vous allez voir, ça va être très intéressant, c'est-à-dire en fait quelles sont les responsabilités, le cadre légal pour les employeurs en termes de bien-être au travail. Ensuite, il y aura une pause, puisqu'on est tout à fait conscient qu'un des grands intérêts de cette journée, c'est évidemment que vous vous rencontriez aussi, et nous avons la chance d'être dans un hôtel assez extraordinaire, et donc on se réjouit aussi de vous permettre de le découvrir. Et puis à 16h30, nous nous retrouverons ici pour une deuxième table ronde qui sera, elle, beaucoup plus en lien avec la culture d'entreprise, avec tous les stratagèmes ou toutes les valeurs que l'on souhaite développer dans une entreprise pour attirer et retenir les talents dans les organisations. Donc ce sera bonheur et talent, ça match. Merci de souligner que nous avons fait un effort pour le titre des tables rondes. Pour les ateliers, donc, le premier, c'est Vivez vos tensions, stratégie efficace pour une gestion bienveillante des conflits.
Donc là, encore une fois, l'idée, c'est de sortir avec des outils concrets. A priori, c'est plutôt un groupe de parole qu'un ring de boxe. Donc, vous voudriez vous en sortir aussi. Je pense que le sujet va être très, très intéressant. Laissez-moi juste un instant pour reprendre le nom des intervenants. Pardon, c'est Monica Monet et David Bozier de Reevent, l'Institut suisse de la qualité de vie au travail. Donc, qui vous propose ce premier atelier. Et à 16h30, le deuxième atelier sera présenté par la doctoresse Andrea Pereira, directrice de Minds, sur la santé mentale. C'est pas que dans la tête. Vraiment, ce sont des ateliers qui sont très intéressants. Je sais que le choix est difficile, mais la vie, il paraît que c'est choisir. Donc, voici une première opportunité de faire des bons choix. Si ça tenait qu'à moi, j'irais partout. Donc, je comprends la difficulté du sujet. Voilà, ça suffit pour moi. Maintenant, je voudrais aussi souligner, parce que quand j'ai remercié tous les gens, alors déjà merci beaucoup Edith de nous avoir encensés comme ça. J'ai vraiment l'impression que ça devient une autopromotion, donc je vais le faire très vite. Je voulais aussi remercier un autre service de l'administration, qui est le service du développement social et de l'emploi, et notamment Véronique Spreter, qui ne doit pas être très loin, qui est là, qui animera la première table ronde sur le thème donc, des responsabilités du cadre légal. Voilà. Avant cela, nous utilisons cette année également Slido, comme vous l'avez peut-être utilisé l'année dernière. Le slide suivant devrait faire apparaître le premier Slido, normalement. Voilà. Et là, vous avez une première question. Donc, on vous rappelle l'usage. Vous utilisez votre smartphone, vous flashez le QR code, ou à défaut, vous allez sur slido.com et vous rentrez le code hashtag 1217 et vous avez la première question qui nous permettra d'avoir un petit peu une idée de vos intentions. Évidemment, comme toujours dans ces sondages, vous pouvez donner une intention et faire absolument autre chose. Il n'y a pas de souci là-dessus non plus. Voilà. Eh ben, je vois que le cadre légal commence bien. Pour l'anecdote, pour que vous voyez bien comment ça fonctionne, en haut à droite, vous avez le nombre de réponses qui ont été données. Et puis voilà, alors à partir de maintenant, je vous propose, ceux qui souhaitent aller dans les ateliers, de vous diriger vers ces ateliers. Et j'invite Véronique à venir me rejoindre pour la table ronde. Véronique et ses intervenants que je te laisserai présenter pour ne rien spoiler. Voilà. Merci beaucoup.